Bonsoir à tous. Avoir le droit à son indépendance, vivre en toute autonomie, même si l'on souffre d'un trouble mental ou d'un handicap intellectuel, c'est possible. Cela s'appelle l'habitat inclusif solidaire et il y a de très belles réussites dans ce domaine à Bruxelles. Mais l'offre est hélas plutôt réduite et la demande énorme. Et aujourd'hui, ils sont nombreux à se mobiliser pour faire éclore de nouveaux projets. Et tous ces acteurs qui se mobilisent, on les reçoit ce soir dans Autrement. Je commence avec vous, Marie-Luce Vorbiste. Bonsoir, vous êtes directrice de la fondation Portrait. Vous militez donc pour cet habitat inclusif solidaire. Pourquoi c'est la solution selon vous ? Je dirais d'abord qu'on ne fait pas que militer, on agit vraiment pour en créer. Pourquoi est-ce que c'est la solution ? Est-ce que c'est la solution ? Honnêtement, je n'aurais pas dit ça. Mais en tout cas, oui, c'est une solution qui répond réellement aux besoins d'autonomie des personnes qui ont cette capacité de vivre seules et aussi un besoin de soutien. Et donc, c'est et l'autonomie et le soutien qu'on peut accorder dans ce type d'habitat inclusif, solidaire, qui fait que c'est une solution tout à fait innovante et qui répond aux besoins de ces familles et de ces personnes. Alors, une question qui va vous paraître naïve, pourquoi cette autonomie, pour ces personnes, c'est important ? Mais je dirais, est-ce que vous avez envie de vivre en institution ? Non, pas vraiment. Voilà. Est-ce que vous avez envie de vivre avec 25 ou 50 ou 100 personnes en permanence ? Probablement pas. Chacun a envie d'avoir son chez-soi, de vivre comme il le souhaite. Alors Geneviève Daube, bonsoir. Vous êtes la maman de Lionel qui souffre de psychose et vous souhaiteriez pour lui un habitat inclusif solidaire. Qu'est-ce que ça lui apporterait selon vous ? Pour l'instant, il habite seul, donc voilà. Qu'est-ce que ça lui apporterait d'être dans ce type d'habitat où on a une autonomie et un accompagnement ? Alors je crois que tout d'abord c'est son souhait à lui aussi que nous rejoignons. Ça lui permettrait de sortir de sa solitude, retrouver son chez-soi, mais en même temps pouvoir créer des relations qui sont nécessaires, pouvoir s'abriter chez soi, mais en même temps être en relation avec les autres, ce qui est comme important, surtout dans cette pathologie-là. Voilà. Alors on parlera dans quelques instants de tout le combat que vous menez depuis de nombreuses années et que vous continuez à mener. Mais avant cela, on va aller dans une de vos maisons de la Fondation Portrait, à la rencontre des habitants. C'est la maison Genot, elle est située à Molenbeek. C'est une maison mitoyenne dans un quartier, rien ne la distingue des autres. Elle est gérée par une agence immobilière sociale et nous avons rencontré de heureux locataires, on peut dire ça, Jérémy et Michel. C'est l'heure de l'apéro pour Michel. Il le savoure dans son petit appartement. Son autre péché mignon, c'est la musique. Et il y a un chanteur en particulier qu'il apprécie. Johnny. Johnny, j'ai Amir, que j'aime bien. Et j'ai aussi, pour Manuel, Kenji. La journée, Michel est employé dans une entreprise de travail adapté. À 52 ans, cela fait 1 an qu'il habite ici et ça lui plaît. Il gère son emploi du temps comme bon lui semble et régulièrement des activités sont organisées avec les 3 autres locataires de la maison. On ne fait pas un dîner en commun. Tout le monde met la main à la pâte. Et ça vous plaît bien, ça ? Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous faites alors pour mettre la main à la pâte ? Je coupe les légumes. Et puis avoir son propre appartement, cela lui permet aussi d'accueillir sa compagne. Elle a 32 ans. Un peu plus jeune, là, que toi. Il y a 20 ans, différent. C'est ça, je vois. C'est pas l'âge qui compte. Ben non, t'as raison. C'est quoi qui compte, alors ? C'est ce qu'on a dans le cœur. Et ce soir, Michel est de sortie. Il a rendez-vous avec des copains. J'essaie de sortir un véhicule du Siport, mais j'y arrive pas. Jérémy, lui, est un gamer. Après son boulot dans une entreprise de jardinage, son ordinateur occupe régulièrement ses soirées. Ne pas devoir rendre de compte, c'est un des avantages quand on habite seul. J'aime bien être autonome, faire par moi-même, plus être supporté par une personne autoritaire, comme les parents par exemple. Et à 32 ans, il est bien décidé à continuer à voler de ses propres ailes. Pour l'instant, mes projets c'est plus
rester ici et faire de l'économie et peut-être plus tard m'acheter mon propre chez moi et vivre seul. Voilà. Ben voilà, faire comme tout le monde, avoir son propre chez-soi. Cécile Van den Bosch, bonsoir. Pour présenter la plateforme bruxelloise pour la santé mentale. Alors on voit effectivement 2 locataires ici épanouis. Pour pouvoir avoir accès à ce type de logement, on parlera de la difficulté, mais d'abord pour ceux qui y ont accès, comment est-ce qu'on détermine ce degré d'autonomie qui va leur permettre de se débrouiller seuls, je dirais. Alors, en fait, il y a dans le secteur de la santé mentale 2 types d'hébergements qui existent. En dehors des prises en charge dans les hôpitaux, où là, pour quitter l'hôpital, il faut un papier du médecin qui autorise à aller dans un hébergement. Il y a des maisons de soins psychiatriques, où c'est très médicalisé. Et puis, il y a des initiatives d'habitation protégée. Et là, c'est vraiment, en fait, soit à l'initiative de la personne qui est hébergée, qui va dire, écoutez-moi, j'en suis là dans ma vie. Et avec l'accord de l'équipe accompagnante, il peut y avoir une possibilité de se dire, ben voilà, cette personne a fait un bon chemin avec nous, elle a acquis un degré d'autonomie suffisant et on va tout faire pour l'aider. Soit c'est vraiment l'équipe autour qui, à un moment, vient dire à la personne hébergée que voilà, elle pourrait imaginer son avenir autrement aussi. Alors, une question pour vous encore, Marie-Luce. Cet accompagnement, il prend quelle forme entre l'autonomie auquel il a droit et puis le besoin de sécurité à un certain moment? Dans quelles conditions on intervient? Pour qui? Pourquoi? Comment? Ça se passe comment en fait? En fait, c'est en fonction des besoins de la personne. Donc, chacun de nos habitants a une capacité et des besoins différents. Et en fonction de son autonomie, le service qui est le service d'accompagnement va intervenir de manière différente. Donc nous, ce n'est jamais la Fondation Portrait elle-même qui fait l'accompagnement des habitants. On délègue toujours ça à un service distinct de nous. Et c'est ce service-là qui va venir les accompagner. Alors d'office, il y a une réunion hebdomadaire et un passage hebdomadaire. Mais peut-être il y aura plus de passages. Par exemple, Michou, qu'on a vu tout à l'heure, on a mis en place, enfin le service d'accompagnement qui est le Bataclan, a mis en place des aides familiales qui passe 3 fois par jour. Pas 3 fois par semaine, pardon. Ouais. Et pour vous, Geneviève, votre fils, vous a dit, il en fait la demande, il sent, lui, que c'est quelque chose dont il a besoin. Oui, parce qu'assumer les actes de la vie journalière, ça pose quand même parfois problème. Mais cette aide n'arrive pas facilement, parce que pour le moment, il y a des listes d'attente très très longues. Et donc ça, c'est quand même difficile, mais en même temps, il se rend compte que c'est nécessaire. Et nécessaire pourquoi? Comment il verbalise sa nécessité? Mais à un certain moment, il se rend compte que vivre dans un studio où tout s'accumule devient difficile. Il ne s'y sent pas toujours bien parce que voilà, ça devient inconfortable et qu'il n'arrive pas à suivre parce que sa santé lui joue parfois des tours. Voilà. Alors, Anne-Catherine Remacle, bonsoir. Je vais vous représenter la SBL Habitat et Participation. Je vais vous poser une question qui va peut-être être compliquée. Est-ce qu'on sait quelle est la demande aujourd'hui d'habitat inclusif solidaire? Est-ce qu'on a une idée du chiffre? On n'a pas vraiment d'idée de chiffres parce qu'en fait, comme Geneviève et Marie-Luce ont déjà dit, c'est surtout des parents qui cherchent des solutions pour leurs enfants et qui ne trouvent pas toujours à quelle porte venir frapper en fait. Et nous, Habitat et Participation, on est rentrés dans ce plaidoyer, dans ce travail sur l'habitat inclusif solidaire via ses parents, en fait, depuis une dizaine d'années avec ma collègue Laurence Bratt, qui a fait un travail incroyable. C'est comme ça que Geneviève est rentrée en contact avec Habitat et Participation via un groupe de travail en éducation permanente pour trouver des solutions de logement ce type de logement, est-ce qu'il est reconnu? Est-ce qu'il est subsidié aujourd'hui ou pas du tout? Il n'est pas reconnu officiellement. Il faut savoir que l'habitat solidaire, de manière très globale, est reconnu dans le code wallon et dans le code bruxellois, mais de manière très restrictive. Et donc, l'habitat inclusif solidaire n'est pas reconnu officiellement. Et donc, qui dit pas de reconnaissance officielle, dit pas de subside, en fait. Et donc, monter ce genre d'habitat, c'est vraiment très compliqué. Surtout que souvent, ce sont des parents et qui sont très démunis face aux lourdeurs administratives, aux lourdeurs urbanistiques.
c'est un peu le chemin du combattant. Ouais, on va expliquer, Marie-Lise, que pour cette maison donc de la rue Genot à Molenbeek, ça a été un don qui a été fait. Et donc, par rapport à ça, vous avez reçu la maison. Ça a évidemment simplifié les choses. Hein. Mais déjà, ça fait une partie de l'argent qu'on ne doit pas trouver, même si ce don est... Il y avait des charges liées au don, liées à l'habitant qui lui-même a un handicap. Et tout le reste, en fait, non pas tout le reste, mais une partie du reste des travaux de rénovation viennent de donateurs et de sponsors. Ouais, et donc on a bénéficié des primes de la région bruxelloise, de CAP 48 et d'une fondation, la fondation NIF, qui est intervenue de façon relativement généreuse. Et donc j'imagine qu'aujourd'hui, la fondation continue à soutenir financièrement aussi ce type de projet ou plus du tout? Est-ce que ce projet est autonome aujourd'hui financièrement? Ce projet est autonome en ce sens que déjà on a reçu beaucoup de dons au départ. Et donc les loyers, même s'ils sont des loyers très modérés, sont des loyers via une AIS, une agence immobilière sociale, donc ce sont des loyers très modérés, mais on n'a plus beaucoup de frais aujourd'hui puisque le projet est lancé et c'est juste de l'entretien du bâtiment. Ouais, et donc on connaît la crise du logement, on connaît beaucoup de gens. Pour ces personnes, donc, c'est une crise XXL en fait, vu les revenus dont ils disposent, quoi. Oui, c'est ça, parce que là on parle de personnes qui sont encadrées par une famille, etc. Mais comme Cécile l'a encore rappelé, des personnes avec des fragilités psychiques, on en trouve énormément en rue, et souvent c'est aussi à cause de ça qu'ils se retrouvent dans ces situations-là. Donc c'est vraiment une crise qui ne fait qu'augmenter en fait. Ouais, donc ça veut dire... C'est un public qui est plus que d'autres encore victime de discrimination et de stigmatisation. Et ça peut même être parfois le stigmate physique tout simplement qui va effrayer certains propriétaires. Et comme on le sait, avec un revenu très bas, que ce soit le RIS ou même tout juste au-dessus du RIS. Donc le revenu d'intégration sociale. Voilà, parce qu'en région bruxelloise, il y a de plus en plus de personnes qui ont un revenu tout juste au-dessus et qui ont du mal à trouver quand même. Ces portes-là, elles sont très, très, très difficiles à atteindre parce que les derniers chiffres du RBDH... Donc Rassemblement bruxellois du droit à l'habitat. Exactement, font état à l'heure actuelle de 50 000 ménages qui sont sur liste d'attente. Oui, et ça veut dire que beaucoup de ces jeunes adultes ou adultes vivent aujourd'hui chez des proches, chez des parents souvent. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est vraiment le problème est à la sortie d'institutions en santé mentale et pour le handicap aussi. Qu'est-ce qui se passe, c'est que soit ils ont accès à un logement à finalité sociale, mais avec énormément de chance, un concours de circonstances, soit en passant par le Housing First ou Bruforum, une autre SBL de captation de logement. Le plus fréquemment, alors, ils vont trouver du logement chez un proche ou ils vont être réorientés, très malheureusement, au SAMU social ou à la rue. Oui, et donc effectivement, ce n'est pas rare, quoi. Ce ne sont pas des choses rares. Ouais. Vous, Geneviève, donc votre fils a souhaité vivre tout seul. Vous vous dites que peut-être maintenant, ça ne va plus être possible. Est-ce que vous le voyez revenir à la maison? Vous vous dites non, maintenant, il faut qu'il trouve quelque chose d'autre. Voilà, nous ne voulons pas retourner en arrière parce que déjà là, on l'a accueilli pendant quelques années à la maison. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il a un statut de cohabitant et pas un statut d'isolé. Donc ça a une influence sur les droits sociaux. Ça veut dire qu'il a moins de revenus. Il a moins de revenus, exactement. Et puis à un certain moment, on se rend compte qu'on a tous droit à notre vie. Et maintenant, on doit vraiment penser à l'après-parent. Et donc, s'il devait revenir à la maison, ce ne serait pas lui donner une chance de pouvoir s'investir vers plus d'autonomie. Et en même temps, je trouve que c'est à nous d'interpeller les pouvoirs publics et toute la société en disant « Stop, nous, on a donné maintenant. Ça fait 20 ans qu'on donne et maintenant, la société peut aussi prendre ça en charge. Ouais. Et... Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup de fois en préparant cette émission, Marie-Lise Verbis, c'est la crainte de l'après-parent. Voilà. Donc,
que va devenir mon enfant une fois que je ne serai plus là. Oui, en fait, c'est pour ça que la Fondation Portrait a été créée. Au départ, c'est cette question d'après-parent. Qu'est-ce qui va devenir lorsque je ne serai plus là ou lorsque j'aurai atteint un grand âge qui m'empêchera de veiller à sa qualité de vie? Et donc, nous, on a différentes activités au niveau de cet après-parent, de préparer, anticiper tout cela avec les familles. Et c'est un petit peu plus tard qu'on s'est intéressé à l'habitat inclusif solidaire parce que c'est quand même une des premières questions quand on s'interroge sur l'après-parent, c'est où est-ce qu'il va habiter? Oui, c'est ça. Et on peut dire que pour certains, l'après-parent, c'est la rue, c'est le SAMU social, c'est vraiment se retrouver dans la dèche, quoi, dans la dèche totale. Ouais. Et, ou un lieu qui n'est pas toujours adapté. Ou un lieu qui n'est pas adapté. Alors Geneviève, vous, ça fait plus de 10 ans que vous vous battez donc, pour créer un logement inclusif. Comment ça se fait que c'est si compliqué pour vous? Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a certainement, il n'y a pas assez d'accès à des bâtiments. À un certain moment, on a eu un projet en vue au centre-ville. C'était vraiment l'idéal. Pendant 5 ans, on a attendu, on a été revoir la direction. Enfin, bon, voilà. Et donc, finalement, ce bâtiment a été octroyé à un autre public. À un certain moment, il y a aussi quand même nos freins personnels parce que, bon, il y a comme aussi de la fatigue, de l'épuisement, parce qu'on doit comme continuer à gérer l'enfant en question, et puis il y a la fratrie également, et puis notre santé aussi. Nous avançons en âge, donc, et puis on est investi dans d'autres projets, et puis peut-être aussi prendre un peu de temps pour nous, puisqu'on est retraité et qu'on se rend compte que... Voilà. Ouais. Alors Anne-Catherine Remacle, vous m'avez parlé en préparant cette émission du chaînon manquant avec une dispersion des compétences. Ça veut dire que si on veut créer aujourd'hui en région bruxelloise un habitat inclusif, on doit aller frapper à de multiples portes et il n'y a pas vraiment de relation entre les différents acteurs? Non, enfin, les secteurs sont extrêmement cloisonnés en fait, parce que là du coup on touche au logement, mais on a parlé de sans-abrisme, santé mentale. Tout ça, ce sont des pouvoirs subsidiants différents, donc beaucoup de cloisonnement, même si on essaye de se parler et on se rencontre entre acteurs professionnels, mais c'est extrêmement compliqué. Et on a notamment mentionné ce problème hier à l'événement qu'on a organisé. Parce qu'hier, vous avez organisé une matinée de sensibilisation pour... vous avez reçu des responsables communaux, régionaux, pour leur montrer qu'il y a urgence, effectivement. Exactement. Est-ce que ça a été reconnu, ça, vous pensez, aujourd'hui? Est-ce qu'on se rend compte de ça au sein des majorités communales ou régionales? Ouais, je pense que oui, car il y a dans certaines communes ont facilité la création de ce type d'habitat. Donc je pense que ça dépend beaucoup de personnalités qui ont une sensibilité par rapport à ce sujet. Mais on espère toutes les quatre que notre événement d'hier soir, de hier midi, a ouvert certaines portes au niveau de la région bruxelloise. Pour vous, Cécile, le plus facile à mobiliser pour la mise à disposition de bâtiments, puisque c'est la première chose, c'est plutôt l'échelon communal, c'est là que vous avez envie d'abord d'aller frapper. Oui, mais en même temps, si on est ici, c'est pour parler le plus largement possible. Et donc, on tient à s'adresser aux entrepreneurs aussi, parce qu'on sait qu'il y a des nouveaux projets qui se font à Bruxelles, que ça bouge. Il y a en fait le plan social santé intégré qui est en voie de développement et qui était dans la déclaration gouvernementale bruxelloise, qui prévoit entre autres plus d'approches par quartier, de travail au niveau local, de travail communautaire. Et tout ça, ça s'inscrit exactement dans cette logique des habitats inclusifs et solidaires, c'est-à-dire se pencher sur les capacités, les besoins, les attentes des habitants et nouer un travail de réseau avec toutes ces personnes, avec différents services qui vont venir compléter l'offre existante. Et puis il y a maintenant dans le secteur de la santé mentale des équipes mobiles en plus des services psychiatriques à domicile. Donc ils pourraient accompagner, quoi, c'est ça. Mais vous me disiez que c'était compliqué, ces équipes mobiles qui sont souvent débordées, Geneviève. Il y a ça, et je crois que c'est aussi tout le réseau, parce qu'on parle du réseau dans la réforme de la santé mentale, mais la famille, elle n'en fait pas vraiment partie parce qu'on veut respecter le secret professionnel autour de l'usager, mais à un certain moment, quand il n'est pas bien, mais la famille a des informations à donner, a des choses à apporter. Et je crois que là aussi, tout est trop cloisonné.
alors qu'on peut collaborer simplement pour gagner du temps et pour éviter des rechutes. C'est certain. Ouais. Si vous le voulez bien, on parlait d'accompagnement et on va voir un peu quelle est la forme que peut prendre cet accompagnement dans votre maison, donc la maison Genot. C'est un petit film que vous avez réalisé et vous avez suivi une de ces réunions. On regarde. Donc on voulait voir un peu avec vous aujourd'hui comment ça se passe au niveau des tâches, parce qu'on a l'impression que pour certains c'est compliqué. Bon, Michou, tu viens d'arriver, mais on a l'impression que pour certains c'est compliqué. Donc on voulait voir voilà, si effectivement c'est compliqué pour tout le monde. Il y a trop de nettoyage. Ouais, donc c'est trop régulier, c'est trop régulièrement. Ok. Moi, c'est trop. Mais en fait, je crois qu'il y a, tu vois, comme on était 3 habitants pendant un petit temps, on a repris les tâches de Marie. Ah, okay. Donc, c'est pour ça maintenant, comme il y a Michou qui est là, on aura moins de tâches. Que je sentirai moins. Moins de tâches. Non, mais que je sentirai moins encombré, quoi. Vous avez le rond mauve qui sera fixe, et puis le rond bleu qui est plus petit, qui lui tournera en fait. Et du coup, vos prénoms vont tourner en même temps. Donc, Michou passera des toilettes à la cuisine. Et Yousra passera de la cuisine au salon, etc. Voilà, donc là on voit, là c'est du très pratique, mais ça peut prendre évidemment d'autres formes. Et donc à la maison Genot, il y a le passage de bénévoles et puis il y a le passage d'une ASBL plus spécialisée qui s'appelle l'ASBL Bataclan. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est un service spécialisé qui soutient les habitants dans leur autonomie, en fait. Donc c'est, par exemple, pour ces tâches des espaces communautaires, c'est pour les aider à utiliser les machines, par exemple, qui sont des machines communes, etc. Ou simplement pour vérifier, est-ce que tu as un souci, qui est-ce que je peux t'aider à contacter, quoi. Ouais. Alors cet accompagnement, bon, il peut prendre différentes formes, hein, on l'a vu, et ça peut être aussi des maisons où l'on trouve des appartements, où l'on trouve des personnes valides et d'autres souffrant d'un handicap. Et ça permet aussi à un moment donné une mixité des publics. Est-ce que c'est un exemple aussi que vous prônez, ça ? Oui, alors je dirais que ce qu'on constate, c'est que c'est surtout le fait que ce soit des petites structures démultipliées qui donnent des résultats positifs. Et que, voilà, il y en a quelques-unes à Bruxelles à l'heure actuelle, mais c'est pas du tout à hauteur de ce que ça pourrait être pour répondre à la demande, qui crée en fait des difficultés dans les différents secteurs qu'Anne-Catherine a évoqués. À savoir qu'il y a des nœuds d'engorgement en amont pour toutes ces personnes qui ne trouvent pas de solution et qui vont alors rester dans les institutions pendant des années, alors qu'elles ont les capacités, l'autonomie qui est suffisamment développée pour pouvoir vivre dans un projet comme cela. Elles sont parfois depuis 8-9 ans dans une initiative d'habitation protégée, par exemple. Oui, parce que là, on voit par exemple 2 des locataires. Il y en a une dans l'extrait qu'on vient de voir. Une de ces 2 locataires, elle est partie aujourd'hui dans un logement normal, quoi. Dans un logement tout à fait ordinaire, un appartement... Et donc, c'est une chouette évolution, en fait, pour elle, et tant mieux. Donc, a priori, ce type de logement est destiné à du long terme, mais comme pour tout un chacun, on peut déménager, avoir un autre projet. Oui, on le voit aussi pour Jérémy, hein, c'est ce qu'il souhaite, effectivement. Comment vous les voyez évoluer, les locataires, puisque maintenant, vous avez une petite expérience derrière vous. Bon, j'imagine qu'il y a des échecs à certains moments et des réussites également. Donc, effectivement, la période du Covid a été compliquée pour un certain nombre de nos habitants qui étaient perturbés par toutes les mesures qui arrivaient et qui les limitaient dans leur capacité d'autonomie. Mais voilà, l'histoire de cette jeune fille qui a quitté, c'est une chouette évolution. Et puis, par exemple, Jérémy, qui a été filmé là, lui, il est là depuis le début et il a vraiment acquis une chouette autonomie et une ouverture. Parce que quand il a discuté avec vous, on voyait qu'il était vraiment à l'aise et qu'il était bien là. Et pour votre fils, c'est un accompagnement de ce type que vous souhaiteriez, Geneviève ? Je pense un accompagnement aussi adapté, mais le coup de pouce quand il faut. Et j'ai quand même aussi envie de dire, l'accompagnement par rapport à la problématique psychique est vraiment à prendre en compte, parce que il ne faut pas non plus mélanger les publics, mais voilà. Mais c'est le coup de pouce quand il faut. Parfois, c'est un soutien plus important, mais c'est à ajuster. C'est souvent très délicat, mais
il faut donner le coup de pouce, quoi, parce que tout seul, tout n'est pas possible. Ouais. Et comment vous voyez les perspectives d'avenir aujourd'hui, Geneviève, pour Lionel et aussi pour votre famille? Oui, je pense aussi à beaucoup d'autres familles que nous côtoyons, parce que je ne vais pas du tout parler en mon nom personnel uniquement, vraiment pas. Mais je crois toujours à une réinsertion dans la société. Je ne veux pas baisser les bras parce que je ne veux pas croire que ce n'est pas possible. Je ne veux pas le croire. Et je me dis, c'est pas possible actuellement en 2022. Si on arrive à reloger des réfugiés et autres, je me dis, mais ceux qui ont besoin d'une place, eh bien, ils y ont droit. Et je ne baisserai pas les bras. Oui, baisser les bras, c'est pas non plus votre style, hein, Marie-Lys, non? Non, et ici, une émission comme celle-ci peut peut-être sensibiliser l'une ou l'autre personne en se disant, moi, en fait, j'ai envie de donner à mon bâtiment une chouette affectation. Mais contactez-nous, c'est sûr qu'on lui donnera une belle affectation. Il n'y a pas de souci, on peut vraiment nous contacter parce que là, l'émission arrive à son terme. Mais si quelqu'un, effectivement, est intéressé par cet habitat inclusif, n'hésitez pas à nous contacter. On transmettra toutes les coordonnées. Ou alors, il suffit de taper sur un moteur de recherche Fondation Portrait. Et on trouve AY, tout à fait. Ouais. On trouve effectivement toutes les coordonnées. Merci, mesdames, d'avoir été sur ce plateau. Et puis, bonne chance à vous, Geneviève. Et on croise les doigts maintenant pour que vous trouviez aussi toutes les autres familles un logement pour vos enfants. Merci. Voilà, c'est la fin de Autrement pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous.